tout cela est arrivé. Le résultat, je ne le vois que trop. Je le mis donc au courant de tous les détails, et il m'écouta sans broncher. Mais lorsque je lui décrivis comment les mains impitoyables du comte maintenaient sa victime dans cette terrible, horrible position, la bouche collée sur la blessure de sa poitrine à lui, ses narines battirent à nouveau et ses yeux brillèrent enflammés d'un désir de vengeance. Cependant, il ne laissait pas de caresser les cheveux en désordre de la jeune femme. Au moment où je terminais mon récit, Quincy et Godalming frappèrent à la porte. Nous répondîmes et ils entrèrent tandis que Van Helsing m'interrogeait du regard. Je compris qu'il voulait profiter de la présence de Quincy et d'Arthur pour distraire, si possible, les pensées du malheureux couple, pour que chacun d'eux ne fût plus uniquement préoccupé, elle de lui et lui d'elle. Je lui fis signe qu'il avait raison, de sorte qu'il demanda à nos amis où ils avaient été et ce qu'ils avaient vu. Je ne l'ai aperçu nulle part dans le couloir, ni dans aucune de nos chambres, répondit Lord Godalming. J'ai même visité le bureau, mais s'il y est allé, en tout cas, il n'y était plus. Pourtant, il s'interrompit, les yeux sur la pauvre Madame Harker étendue dans son lit. Qu'allez-vous dire, mon cher Arthur demanda Van Helsing. Continuez. Nous devons absolument tout savoir. Et c'est là notre seul espoir de salut. Parlez donc. Il a dû entrer dans le bureau, sans aucun doute, reprit Arthur, car tout y était sans dessus-dessous. Tous les manuscrits étaient brûlés, des flammes bleues couraient encore parmi les cendres blanchâtres. Les cylindres de votre phonographe, John, avaient eux aussi été jetés dans le feu, et la cire avait alimenté les flammes. Ce fut moi, ici, qui l'interrompis. Dieu merci, l'autre copie est dans le coffre-fort. Un sourire de soulagement passa sur son visage, mais il s'assombrit aussitôt. J'ai dégringolé l'escalier, mais rien, aucune trace de lui. Je suis entré dans la chambre de Renfield, là rien non plus. Sinon... Allons, continuez, fit Harker d'une voix étranglée. Sinon que le pauvre homme est mort, dit-il en baissant la tête et après s'être humecté les lèvres en y passant la langue pour pouvoir achever sa phrase. Madame Harker leva la tête et, nous regardant tous l'un après l'autre, elle dit gravement « Que la volonté de Dieu soit faite ». Pour moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que Godalming nous cachait quelque chose, mais comme je pressentais aussi qu'il le faisait à dessein, je ne lui posai pas la moindre question. Van Helsing se retourna vers Maurice et lui demanda « Et vous, mon cher Quincy, qu'avez-vous à nous raconter ?»« Peu de choses, répondit-il. Peut-être en connaîtrons-nous davantage plus tard, c'est possible. À mon avis, il faudrait savoir où le comte est allé en quittant l'établissement. Je ne l'ai pas vu. J'ai seulement aperçu une chauve-souris qui s'envolait de la fenêtre de Renfield et qui se dirigeait vers l'est. Je m'attendais à le voir, lui, sous une forme ou sous une autre, retourner à Carfax. Mais évidemment, il y est allé se réfugier dans un autre de ses repères. Il ne reviendra pas cette nuit, car l'aube est déjà proche. C'est demain qu'il faudra agir. Il prononça ces derniers mots, les dents à demi fermées. Il y eut un silence qui dura peut-être 2 minutes, et pendant lesquelles je croyais entendre battre le cœur de chacun de nous. C'est alors que Van Helsing, posant tendrement la main sur la tête de Madame Harker, lui dit, avec cette bonté profonde qui lui était naturelle, « Et maintenant, Madame Mina, pauvre Madame Mina, chère Madame Mina, expliquez-nous tout ce qui s'est passé. Dieu sait que je voudrais vous épargner cette nouvelle souffrance, mais il est indispensable que nous sachions tout jusqu'au moindre détail. Maintenant, plus que jamais, il nous faut faire vite. Nous approchons peut-être du but, et d'autre part, l'occasion nous est peut-être donnée en ce moment d'en apprendre davantage pour enfin triompher. » Elle frissonna, et tandis qu'elle se blottissait de plus en plus contre son mari, je me rendais compte à quel point ses nerfs étaient tendus. Puis soudain, elle releva la tête, tendit la main à Van Helsing, il la prit, se pencha pour la baiser avec respect et la garda dans la sienne. Son autre main était enfermée dans celle de son mari, qui avait passé son bras libre autour de ses épaules. Elle attendit un moment avant de répondre. Visiblement, elle cherchait à mettre de l'ordre dans ses pensées, puis elle commença. « J'avais pris le soporifique que vous aviez bien voulu me donner, mais pendant longtemps, il ne fit aucun effet. Au contraire, j'avais de moins en moins envie de dormir, toutes sortes d'idées horribles me venaient à l'esprit et tout se rapportait à la mort, aux vampires, à des souffrances, à des chagrins et à du sang.
Son mari gémit malgré lui, mais elle se tourna vers lui et lui dit doucement « Ne vous tourmentez pas, mon chéri. Seulement, vous devez être très courageux et très fort pour pouvoir m'aider dans cette épreuve. Si vous saviez quels efforts il me faut faire pour parler de cette horrible nuit, vous comprendriez combien j'ai besoin de votre soutien. Bon, je me dis que si je voulais dormir, ma propre volonté devait entrer en jeu, en plus de la drogue. Je fis donc tout ce que je pus pour m'endormir. Et le sommeil alors a dû venir vite car je ne me souviens plus de rien. Je ne me suis pas réveillée quand Jonathan est venu se coucher, mais seulement plus tard, pour m'apercevoir qu'il était étendu à côté de moi. Et le léger brouillard blanc flottait à nouveau dans la chambre. Mais voilà, que j'oublie si vous savez ce que je veux dire. Quand je vous ferai lire ce que j'ai écrit, vous verrez que j'ai déjà parlé de ce brouillard. J'ai éprouvé cette peur assez vague que j'avais déjà ressentie et le sentiment d'une présence inconnue dans la chambre. Je me retournai pour réveiller Jonathan, mais en vain, je n'y parvins pas. Il dormait si profondément qu'on eût dit que c'était lui qui avait pris le soporifique et non pas moi. Cela m'épouvanta et je regardais tout autour de moi, me demandant déjà ce qui allait m'arriver. Alors vraiment je crus défaillir, à côté du lit, comme s'il venait de sortir du brouillard, ou plutôt comme si le brouillard, qui à ce moment-là s'était complètement dissipé, avait pris sa forme. Se tenait un homme grand et maigre, tout habillé de noir. Je reconnus tout de suite, d'après les descriptions qu'on avait faites de lui, le visage couleur de cire, le long nez aquilin qui se détachait dans le clair de lune comme une fine ligne blanche, les lèvres rouges entr'ouvertes et les dents pointues et blanches, et ses yeux flamboyants, que j'avais l'impression d'avoir déjà vus quand le soleil couchant éclairait les vitraux de St. Mary's Church, à Whitby. Sur son front, je reconnaissais également la balafre rouge que lui avait faite Jonathan. J'aurais voulu crier, mais la peur me paralysait. Il en profita pour me dire, dans une sorte de murmure saccadé cependant, qu'il désignait Jonathan du doigt. « Silence, sinon c'est lui qui le paiera. Je lui écraserai le cerveau sous vos yeux. » Moins que jamais je n'aurais eu la force de lui répondre quoi que ce fût, ou de faire le moindre geste. En souriant d'un air moqueur, il plaça une main sur mon épaule et, me serrant contre lui, me prit la gorge de l'autre main. « Et maintenant, fit-il, que mes efforts soient récompensés. Allons, soyez calme. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, que le sang de vos veines aura apaisé ma soif. » J'étais comme engourdi, et, chose étrange, je n'avais nulle envie de m'opposer à son désir. Je suppose que c'est une des conséquences de l'horrible malédiction qui pèse sur ses victimes. Oh, mon Dieu, ayez pitié de moi. C'est alors qu'il colla ses lèvres malodorantes sur ma gorge. Son mari, de nouveau, gémit douloureusement. Elle lui serra la main plus fort encore et le regarda avec pitié comme si c'eût été lui qui avait enduré ce supplice. Ma force m'abandonnait de plus en plus. J'étais prête à m'évanouir. J'ignore combien de temps cela dura, mais il me semble qu'il se passa de longs moments avant qu'il ne retirât sa bouche odieuse de laquelle dégoulinait du sang frais. Ce souvenir l'accablait à ce point que, si son mari ne l'avait pas soutenue, elle serait retombée sur ses oreillers. Mais elle fit un immense effort et poursuivit à nouveau. Alors, toujours moqueur, il reprit. « Ainsi, vous aussi, vous voulez déjouer mes plans. Vous faites la complice de ces hommes qui cherchent à m'anéantir. Mais vous savez à présent, comme eux le savent déjà en partie et le sauront mieux encore avant longtemps, ce que l'on risque à se mettre en travers de mon chemin. Ils auraient mieux fait d'employer leur énergie à d'autres fins, plus à leur portée, car tandis qu'ils s'ingéniaient à me faire échec, à moi qui ai commandé à des peuples entiers et combattu à leur tête pendant des siècles et des siècles avant que vos complices ne soient nés, je ne cessais de déjouer leurs plans. Et vous, leur alliée très chère, très précieuse, vous êtes maintenant avec moi, chair de ma chair, sang de mon sang, celle qui va combler tous mes désirs et qui ensuite sera à jamais ma compagne et ma bienfaitrice. Le temps viendra où il vous sera fait réparation, car aucun parmi ces hommes ne pourra vous refuser ce que vous exigerez d'eux. Mais pour le moment, vous méritez la punition de votre complicité. Vous les avez aidés dans leur dessein de me nuire. Eh bien, vous devrez désormais répondre à mon appel. Quand, en pensée, je vous crierai « Venez !» aussitôt vous traverserez terres et mers pour me rejoindre. Mais auparavant, il déboutonna le plastron de sa chemise et de ses longs ongles pointus s'ouvrit une veine de la poitrine. Lorsque le sang commença à jaillir, d'une main il saisit les deux miennes de façon à me rendre tout geste impossible, et de l'autre,
Il me prit la nuque et, de force, m'appliqua la bouche contre sa veine déchirée. Je devais donc soit étouffer, soit avaler un peu de... Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour devoir endurer tout cela, moi qui ai pourtant toujours essayé de marcher humblement dans le droit chemin? Mon Dieu, pitié! Ayez pitié de mon âme en cet extrême danger, ayez pitié de ceux qui vous aiment. Elle s'essuya les lèvres, comme pour les laver de leur impureté. Tandis qu'elle parlait, le jour éclairait peu à peu la chambre. Harker restait immobile et ne disait rien, mais à mesure qu'il écoutait l'affreux récit, son visage devenait de plus en plus sombre, et nous nous aperçûmes bientôt qu'au-dessus du front hâlé, les cheveux avaient blanchi. Chacun de nous, tour à tour, restera assez près de la chambre du couple infortuné pour pouvoir répondre au premier appel. Et nous espérons que bientôt nous serons à nouveau réunis pour décider ensemble d'une action immédiate. En tout cas, je suis certain d'une chose. Il est impossible que la lumière du soleil levant éclaire aujourd'hui une maison où la détresse soit plus grande. Chapitre 22. Journal de Jonathan Harker, 3 octobre. Je le sens, je deviendrais fou si je restais à ne rien faire. Aussi, je reprends mon journal. Il est 6 heures. Dans une demi-heure, nous nous réunirons dans le bureau du docteur Seward et tâcherons de manger, car il nous faut prendre des forces afin de pouvoir travailler, comme les 2 médecins l'ont déclaré. Car c'est aujourd'hui, Dieu le sait, que sera exigé notre plus grand effort. J'écris au hasard de la plume, car j'aurais peur de m'arrêter, de me mettre à penser. Je note tout, les choses importantes et les autres, qui sait. Finalement, ce seront peut-être les plus insignifiantes en apparence qui nous en apprendront le plus. En réalité, tout ce que nous avons appris jusqu'ici ne nous a servi à rien. Aurions-nous pu nous trouver dans une situation plus terrible qu'aujourd'hui, Mina et moi? Et malgré tout, nous devons garder confiance et espoir. Ma pauvre chérie vient de me dire que c'est dans le malheur que nous prouvons le mieux notre fidélité à l'un à l'autre. Et qu'il ne faut pas nous laisser décourager, que Dieu nous protégera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, mon Dieu, jusqu'au bout de quoi? Lorsque le docteur Van Helsing et le docteur Seward furent revenus de la chambre du pauvre Renfield, nous discutâmes ce qu'il nous fallait faire. D'abord, Seward nous raconta que lorsque lui, le professeur, était descendu chez Renfield, il l'avait trouvé étendu sur le plancher, le visage couvert de blessures et les os du dos brisés. Le docteur Seward avait demandé au surveillant de garde dans le couloir s'il n'avait rien entendu. L'homme avoua qu'il s'était légèrement assoupi, mais que tout à coup, il avait entendu des voix dans la chambre. Puis que Renfield avait crié à plusieurs reprises « Dieu, Dieu, Dieu !» Puis il a entendu le bruit d'une chute et accouru dans la chambre. Il l'avait trouvé là, sur le plancher, exactement comme les médecins l'avaient vu. Van Helsing voulut lui faire préciser s'il s'agissait de plusieurs voix ou de la voix d'une seule personne, mais il répondit que cela lui était impossible. Au début, il lui avait semblé que Renfield n'était pas seul, qu'il y avait quelqu'un avec lui, mais comme il n'avait vu que lui dans la chambre en y entrant, il en avait conclu que personne d'autre ne s'y trouvait. Oui, il avait juré que c'était le malade qui avait lancé ce cri « Dieu !» Le docteur Seward nous déclara qu'il ne désirait pas pousser plus loin l'affaire. Inévitablement, on parlerait de faire une enquête, et il ne servirait à rien de dire la vérité puisque personne n'y croirait. Il jugeait qu'il pouvait, sur le témoignage du surveillant, délivrer un certificat de décès par accident, des suites d'une chute que Renfield avait faite de son lit. Au cas où le coroner l'exigerait, évidemment, il laisserait procéder à l'enquête, mais ce serait pour arriver au même résultat. Et maintenant, qu'allons-nous faire? L'heure cruciale avait sonné. Chacun de nous en convint. Mina devait de nouveau être des nôtres, rester au courant de tous nos agissements. Déjà, elle assista à notre réunion, et elle nous approuva tous ensemble avec courage et tristesse. « Non, vous ne devez plus rien me cacher, dit-elle. Hélas, j'ai déjà été tenue dans l'ignorance de trop de choses. De plus, quoi que j'apprenne, jamais je ne pourrai souffrir davantage que je n'ai souffert jusqu'à présent, que je souffre pour le moment. Au contraire, je trouverai une raison d'espérer, de reprendre courage dans n'importe quel événement qui puisse arriver. » Van Helsing, qui, pendant qu'elle parlait, ne l'avait pas quittée du regard, lui demanda brusquement, mais avec calme, « Mais, chère Madame Mina, n'avez-vous pas peur, après ce qui vient de se passer? Non pour vous, mais pour ceux qui vous sont chers ?» Ses traits se durcirent, mais ses yeux, tels ceux d'une martyre, exprimèrent la résignation du sacrifice accepté, tandis qu'elle répondait « Non, non, car j'ai pris ma décision. » « Votre décision ?» fit-il encore doucement. «
tous, nous nous tenions dans un silence profond, car tous, nous devinions à peu près ce qu'elle voulait dire. Elle répondit simplement, comme si cela allait de soi. « Mais oui, si je m'aperçois jamais, et je m'observerai très attentivement, que je veux du mal à quelqu'un que j'aime, je mourrai. » « Vous ne voulez pas dire que vous vous suicideriez, reprit-il, voix rauque. « Si, à moins que je n'ai un ami véritable qui veuille m'épargner l'effort d'accomplir moi-même un acte si terrible. » Elle lança au professeur un regard significatif. Pendant tout ce temps, il était resté assis, mais il se leva alors, s'approcha de Mina, posa la main sur sa tête et dit, solennel, « Mon enfant, vous avez cet ami, et il agirait de la sorte si vous étiez réellement en danger. Dieu m'en est témoin, je ne reculerai pas devant un tel acte, et en ce moment même s'il le fallait. Mais mon enfant... » Des sanglots réprimés l'empêchèrent de parler pendant quelques secondes. Puis, se maîtrisant, il poursuivit. « Il y a ici quelqu'un qui se mettra entre vous et la mort. Vous ne devez pas mourir. Aucune main ne peut vous donner la mort, et moins que toute autre, votre propre main. Jusqu'au jour où celui-ci qui a souillé votre vie sera réellement mort. Vous ne pouvez pas mourir. Car tant qu'il y a un des non-morts encore vivant pour le mal, votre mort vous rendrait semblable à lui. Vous devez vivre, vous devez lutter, combattre pour la vie, même s'il vous semble que la mort vous serait un bienfait ineffable. Vous devez combattre la mort elle-même, qu'elle vienne à vous dans la souffrance ou dans la joie, le jour ou la nuit, que vous soyez en paix ou en danger. Pour le salut de votre âme, je vous adjure de ne pas mourir, bien plus, de ne jamais penser à la mort, jusqu'à ce que ce monstre soit anéanti. La pauvre chérie était pâle, comme la mort même, et tremblait de tout son corps. Nous nous taisions tous, et nous ne pouvions rien faire. Peu à peu, elle se calma et levant la tête vers le professeur, elle dit doucement, mais si tristement, en lui tenant la main. « Je vous promets, mon cher ami, que si Dieu veut que je vive, je m'y efforcerai jusqu'à ce qu'il y ait permis la fin de ces horreurs. » Son courage, sa bonté nous donnaient à nous-mêmes plus de courage pour affronter tous les périls qui nous attendaient encore, nous faisaient accepter d'avance les souffrances que nous allions endurer pour la sauver. Je lui dis que nous allions lui remettre les documents se trouvant dans le coffre-fort, ainsi que les papiers, journaux ou enregistrements dont nous pourrions avoir besoin par la suite. Et j'ajoutai que, tout en joignant à ces divers documents ceux qui pourraient encore nous parvenir, elle devait, elle, continuer à tenir son journal. La perspective d'une occupation parut lui être agréable, si toutefois l'on peut se servir du mot agréable lorsqu'il est question d'une affaire aussi sinistre que celle-ci. Comme à l'accoutumée, Van Helsing avait, avant aucun de nous, réfléchi à l'ensemble de la situation telle qu'elle se présentait alors même, et vu exactement ce qu'il était nécessaire de faire. Après notre expédition à Carfax, fit-il, nous avons peut-être eu raison de décider de ne pas toucher aux caisses qui se trouvaient là. L'eussions-nous fait, le comte aurait deviné notre intention et aurait sans doute pris ses dispositions pour nous empêcher de découvrir les autres. Tandis que maintenant, il ne se doute pas du but auquel nous voulons arriver. Il ignore même très vraisemblablement que nous ayons la possibilité de rendre ces repères inefficaces, en sorte qu'il ne puisse plus s'y réfugier en sûreté. Et nous sommes à présent suffisamment renseignés pour que, après avoir visité la maison de Piccadilly de fond en comble, nous soyons à même de retrouver, en outre les autres caisses. Cette journée sera donc pour nous très importante. D'elle peut dépendre notre victoire finale. Puisse le soleil qui se lève et voit notre malheur présent nous protéger, jusqu'à ce qu'il se couche ce soir. Jusque-là, en effet, le monstre ne peut changer de forme. Il est emprisonné dans son enveloppe terrestre. Il lui est impossible de se volatiliser dans l'air ou de disparaître par quelque fente ou quelque fissure. S'il veut franchir une porte, il devra l'ouvrir comme n'importe quel mortel. C'est pourquoi nous avons la journée entière pour découvrir ses repères et les détruire. De sorte que, même si nous ne l'avons pas encore capturé et anéanti ce soir, en tout cas, nous l'acculerons en quelque endroit d'où il ne nous échappera plus. Ici, je ne pus plus me taire. L'idée que nous laissions passer des minutes, des secondes dont dépendait le bonheur et la vie de Mina me devenait insupportable. Pendant que nous parlions, nous n'agissions pas. Mais Van Helsing leva la main. Un moment, mon cher Jonathan, dit-il. Dans cette affaire, il nous faut procéder sans hâte, si nous voulons arriver promptement à nos fins. Quand le moment d'agir sera là, nous agirons. Selon toute probabilité, songez-y, dans cette maison de Piccadilly,
que les choses vont s'éclaircir pour nous. Le comte a peut-être acheté plusieurs autres maisons. Il doit donc posséder les actes d'achat de celles-ci, les clés, que sais-je encore. Il doit avoir du papier à écrire, il doit avoir son carnet de chèques. Il faut bien que tout cela soit quelque part. Pourquoi pas dans cette demeure si calme en plein Londres, où il peut entrer, d'où il peut sortir à l'heure qu'il veut, par la porte principale ou par une autre sans que personne ne le remarque, dans la foule toujours nombreuse en cet endroit. Cette maison, nous allons l'explorer, et quand nous aurons vu ce qu'elle recèle, nous pourrons chasser notre vieux renard jusqu'à son terrier. Qu'en dites-vous ? Alors partons tout de suite, m'écriai-je. Encore une fois, nous perdons un temps précieux. Et comment entrerons-nous dans cette maison de Piccadilly ? Me demanda le professeur, très calme et sans bouger. Peu importe comment, criai-je encore. Nous entrerons de force s'il le faut. Et la police ? Elle ne sera pas là, n'est-ce pas ? Elle ne dira rien ? Je restais interdit. Puis je pensais tout à coup que s'il désirait ne pas aller là-bas sur l'heure, il avait ses raisons. Aussi répondis-je aussi paisiblement que cela me fut possible. En tout cas, n'attendez pas plus qu'il n'est nécessaire. Vous savez, j'en suis certain, quel supplice j'endure. Oui, mon enfant, je le sais, ô combien. Et je voudrais ne pas ajouter à votre terrible angoisse, mais réfléchissez. Que pouvons-nous faire aussi longtemps que les rues ne sont pas remplies de monde ? Alors oui, il sera temps d'agir. Moi-même, j'y ai beaucoup pensé, croyez-le, et il me semble que le moyen le plus simple est le meilleur de tous. Nous voulons entrer dans cette maison, mais nous n'avons pas les clés. C'est là le problème, n'est-ce pas ? J'acquiesçai d'un signe de tête. Bon, supposez maintenant que vous soyez le propriétaire de cette maison et que pourtant vous ne les ayez pas, ces clés. Que feriez-vous ? J'irais chercher un honnête serrurier et je lui ferais crocheter la serrure. Et la police n'interviendrait pas ? Non, si elle s'aperçoit que l'homme travaille à la demande du propriétaire lui-même. Ainsi donc, continua-t-il en me regardant dans les yeux, les seules choses dont on puisse douter, c'est que l'employeur soit vraiment le propriétaire et que vos policiers ne soient pas trop crédules. Vos policiers sont assurément des hommes zélés et habiles. Oh, si habiles à deviner tout ce qui se passe dans les cœurs qui s'embrouillent parfois. Non, non, mon cher Jonathan, vous pouvez aller crocheter les serrures de 100 maisons dans votre ville de Londres ou dans n'importe quelle ville du monde. Si vous le faites convenablement et au moment opportun, vous n'aurez aucun ennui. Écoutez l'histoire que j'ai lue un jour. Un monsieur possédait à Londres une magnifique demeure. Cet été-là, partant pour la Suisse où il devait passer plusieurs mois, il la ferma complètement. Il ne se passa pas longtemps avant qu'un cambrioleur s'y introduisit par une fenêtre dont il brisa les vitres et qui donnait sur le jardin. Il alla ouvrir toutes les fenêtres de la façade et ressortit par la porte principale sous les yeux même des policiers. Bientôt, il fit procéder à une vente publique du mobilier de la maison, ce qu'il annonça par une immense affiche collée sur le mur. Et aujourd'hui, il fit vendre par un commissaire-priseur réputé tout ce que possédait le monsieur qui passait des vacances en Suisse. Puis, ce fut la maison elle-même qu'il vendit à un entrepreneur de bâtiment, s'arrangeant avec lui pour qu'il la démolît avant une certaine date. Et la police et vos autres autorités municipales lui facilitèrent les choses. Et lorsque le vrai propriétaire revint de Suisse, il trouva un grand trou au lieu même où s'était élevée sa maison. Mais tout s'était fait dans les règles et ce sera dans les règles également que se passera notre affaire. Nous n'allons pas nous rendre là-bas de trop bonne heure afin de ne pas permettre aux agents de police, qui n'auraient alors pas grand-chose à penser, de juger notre présence insolite. Mais seulement après 10 heures, quand au milieu de la foule, on nous prendra pour les propriétaires de la maison. Évidemment, il avait raison et le visage de Mina elle-même s'éclaira un peu. Tous, nous éprouvions un sentiment d'espoir en écoutant la sage explication de Van Helsing. Une fois dans la maison, reprit-il, nous trouverons peut-être d'autres indices. En tout cas, certains d'entre nous pourront rester là pendant que les autres iront à la recherche des caisses qui manquent encore. À Bermondsey et à Mile End. Je pourrais vous être utile là-bas, déclara vivement Lord Godalming en se levant. Je vais télégraphier à mes gens et préparer voitures et chevaux. C'est une merveilleuse idée, s'écria Quincy. Mais ne craignez-vous pas, mon cher Hart, que vos beaux équipages, avec leurs écussons, en passant dans les chemins de Walworth ou de Mile End, n'attirent l'attention plus qu'il n'est souhaitable. Il me semble que nous devrions plus prendre un fiacre et en descendre à quelque distance de l'endroit où nous voulons aller. Quel être intelligent, cet ami Quincy, dit le professeur. Il est vrai que dans ce que nous entreprenons, moins nous serons vus, mieux cela vaudra.
Mina, pour toute chose, montrait un intérêt croissant et je me réjouissais de constater que, par là même, elle oubliait momentanément sa terrible nuit. Son visage était très pâle, presque blême, et si aminci que les lèvres semblaient étirées, montrant davantage les dents. Je n'en ai encore rien dit, mais mon sang s'était glacé dans mes veines, à la pensée de ce qui était arrivé à la pauvre Lucie après que le comte lui eût sucé ainsi le sang. Pourtant, chez Mina, on a nullement l'impression que les dents deviennent plus pointues. Mais peu d'heures se sont écoulées depuis l'horrible visite, et hélas, on peut encore redouter le pire. Nous décidâmes qu'avant de partir pour Piccadilly, nous devions détruire... Je me suis perdue. Voilà, nous devions détruire le repère du comte qui était le plus proche. Et au cas où il s'en apercevrait tout de suite, nous aurions encore l'avantage sur lui pour poursuivre notre tâche et sa présence sous une forme purement physique pendant les heures où il ne jouissait pas de son fantastique pouvoir nous fournirait peut-être de nouvelles indications. Le professeur proposa que, après être allés à Carfax, nous nous rendions tous à la maison de Piccadilly. Les deux médecins et moi-même y resterions tandis que Lord Godalming et Quincy iraient détruire les repères de Walworth et de Mile End. Il était possible, sinon vraisemblable, insista le professeur, que le comte fît une apparition à Piccadilly au cours de la journée. Et s'il en était ainsi, nous aurions dès lors à lui tenir tête. De toute façon, nous serions ensemble pour le poursuivre. En ce qui me concernait, je fis une objection à ce plan. Je voulais, dis-je, rester auprès de Mina pour la protéger. Mais Mina ne voulut rien entendre. Elle déclara que je serais peut-être utile pour trancher l'une ou l'autre question de droit, que dans les papiers du comte, certains points seraient sans doute intelligible à moi seul, qui avait connu le personnage chez lui, en Transylvanie, et que, dans tous les cas, il nous fallait être aussi nombreux que possible pour affronter la force extraordinaire du comte. Elle tint bon, et je finis par céder. Que vous travailliez tous ensemble, dit-elle, voilà encore pour moi une raison d'espérer. Quant à moi, je ne crains rien. L'épreuve la plus terrible est passée. Dans tout ce qui pourra arriver désormais, il y aura un peu d'espoir et de réconfort. Allez, mon chéri, si telle est la volonté de Dieu, il me protégera aussi bien lorsque je serai seul que lorsque l'un de vous est près de moi. Alors, au nom de Dieu, m'écriai-je, partons immédiatement. Le comte peut arriver à Piccadilly plus tôt que nous le pensons. Mais non, dit Van Helsing avec un geste de la main comme s'il voulait apaiser mon impatience. Comment le savez-vous ? Oubliez-vous, me demanda-t-il, non sans qu'un sourire fugitif passât sur son visage, que cette nuit il a fait un festin et qu'il dormira tard aujourd'hui. L'oublier. Aurais-je pu l'oublier? L'oublierai-je jamais? Aucun de nous pourra-t-il jamais oublier pareille horreur? Mina s'efforça de rester calme, mais sa douleur se réveilla et elle se cacha le visage entre les mains. Tandis qu'elle gémissait et tremblait de nouveau de la tête aux pieds. Van Helsing, de toute évidence, n'avait pas voulu rouvrir sa blessure. Un moment, il n'avait plus pensé au rôle involontaire qu'elle tenait dans toute cette affaire, mais simplement au meilleur moyen d'arriver à ses fins. Quand il se rendit compte de ce qu'il venait de dire, il en fut lui-même épouvanté. « Oh, Madame Mina, chère Madame Mina, fit-il, pardonnez-moi. Hélas, moi qui vous admire, qui vous aime tant, ai-je pu être aussi étourdi? Mais vous oublierez, n'est-ce pas ?» Tout en parlant, il s'était penché vers elle. Elle lui prit la main et, le regardant à travers ses larmes, lui répondit « Non, je n'oublierai pas. Au contraire, il faut que je me souvienne. Et le souvenir que je garderai de vous sera si doux qu'il m'aidera à ne pas perdre l'autre. Maintenant, vous allez partir bientôt. Le petit déjeuner est prêt. Nous devons tous y faire honneur, car nous tous avons besoin de force. » Ce petit déjeuner nous sembla un repas assez étrange. Nous voulions être gais, nous encourager les uns les autres, mais c'était encore Mina qui montrait le plus d'entrain. Finalement, Van Helsing se leva et déclara « Mes enfants, l'heure décisive approche. Sommes-nous tous armés comme la nuit où nous avons visité le premier repère de notre ennemi? Armés pour résister à une attaque aussi bien spirituelle que physique? » Nous le rassurâmes sur ce point. « Parfait. En tout cas, Madame Mina, vous êtes à l'abri de tout danger jusqu'à ce que le soleil se couche. Et d'ici là, nous serons revenus si... Mais oui, nous reviendrons. Seulement vous aussi, malgré tout, il faut que vous puissiez arrêter l'ennemi s'il cherchait de nouveau à vous nuire. Depuis que vous avez quitté votre chambre, j'y suis allé mettre certaines choses.
Se jetait à genoux et gémissait tout en ramenant sa belle chevelure sur son visage comme le l'éperon s'était voilé de son manteau. Il y a eu un petit bug. D'accord, on s'est arrêté à où du coup? Voilà, alors déposer. Mince, où est-ce que je suis? Voilà, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est le moment fatidique en plus. C'est pas cool. Bon, je reprends. Alors, nous entendîmes un cri épouvantable. L'hostie avait brûlé le front de Mina comme l'eût fait un morceau de métal chauffé à blanc. Ma pauvre chérie avait pleinement compris ce que cela signifiait, aussi vite qu'elle en avait ressenti la douleur, et son cri avait l'expression de la détresse infinie où elle se sentait sombrer. Il résonnait encore à nos oreilles qu'elle se jetait à genoux et gémissait tout en ramenant sa belle chevelure sur son visage comme le lépreux s'était voilé de son manteau. Impur, je suis impur. Le Dieu tout-puissant lui-même fuit ma chair maudite. Jusqu'au jugement dernier, je porterai sur mon front ce stigmate de ma honte. Tous, ils la regardaient, interdits. Pour moi, je m'étais jetée à côté d'elle en proie à un affreux désespoir et, passant mes bras autour de sa taille, je la serrais étroitement contre moi. Pendant quelques instants, nos cœurs gonflés de chagrin battirent au même rythme, tandis que nos amis détournaient la tête et pleuraient en silence. Puis Van Helsing s'approcha de nous et dit d'un ton si grave que je ne pus m'empêcher de penser qu'il parlait comme s'il était inspiré. Il se peut en effet que vous ayez apporté cette marque, jusqu'à ce que Dieu... Oula. Il se peut en effet que vous ayez apporté cette marque jusqu'à ce que Dieu, au jour du jugement dernier, décide que le temps est venu pour lui de remettre tous les péchés que ses enfants auront commis sur la terre. Oh, très chère Madame Mina, puissions-nous, nous qui vous aimons, être là pour voir la marque rouge, ce signe qui montre que Dieu sait ce qui vous est arrivé, disparaître de votre front, qui reviendra alors aussi pur que votre cœur. Car, n'en doutons pas, cette marque s'effacera quand il plaira à Dieu de nous délivrer du lourd fardeau qui pèse sur nous. Jusqu'alors, il nous faut porter notre croix, comme son Fils a porté la sienne, pour obéir à la volonté du Père. Peut-être sommes-nous les instruments de sa volonté et devons-nous monter jusqu'à lui, comme l'autre, mais dans la honte couverte de sang et de larmes, remplie de doutes et de craintes, ce qui fait toute la différence entre Dieu et l'homme. Ces paroles nous aidèrent à nous résigner. Au-delà de la résignation, l'espoir était permis. Mina et moi le sentîmes tous les deux et en même temps nous saisîmes chacun une main du professeur et nous nous penchâmes pour la baiser. Alors tous, nous nous agenouillâmes pour jurer de rester unis, fidèles les uns aux autres. Nous, les hommes, nous fîmes le serment de rendre la paix et le bonheur à celles que, chacun à notre façon, nous aimions, tout en priant Dieu de nous assister dans notre tâche. Petite pause vidéo. Alors, attends, que je retrouve ma souris. Voilà. Alors, non, la cam est activée, je crois que c'est Skype qui a coupé, donc du coup... Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait reprendre. Nickel, ça va aller, si je m'y retrouve. C'est parti. Hop. Il était temps de partir. Je dis adieu à Mina, et cet instant, ni elle ni moi ne nous l'oublierions de notre vie. Si jamais nous nous apercevons que Mina risque de devenir un vampire, ma décision est prise. Elle n'entrera pas seule dans cette terrible et mystérieuse condition. Je suppose que c'est ainsi que jadis un seul vampire en suscitait plusieurs. De même que leur corps hideux ne trouvait de repos que dans une terre sacrée, de même ils se servaient de l'amour le plus pur pour grossir leur sinistre rang. Nous n'eûmes aucune difficulté à entrer à Carfax, nous y trouvâmes tout exactement dans le même état que lors de notre première visite.
Nous ne découvrîmes aucun papier, absolument rien qui pût être l'indice d'une présence quelconque. Dans la vieille chapelle, les grandes caisses ne paraissaient pas avoir été déplacées d'un pouce depuis que nous les avions vues. Mes amis, dit Van Helsing, nous avons ici un premier devoir à accomplir. Nous allons rendre inefficace la terre que contiennent ces coffres, cette terre sanctifiée par de pieuses mémoires et que le monstre a fait venir d'un pays lointain pour pouvoir s'y réfugier. Cette terre, il l'a choisie précisément parce qu'elle était sanctifiée, de sorte que c'est en nous servant de son arme à lui que nous lui infligerons sa défaite. Cette terre était consacrée à l'homme, maintenant nous la consacrons à Dieu. Tout en parlant, il avait tiré de son sac un tournevis et une clé universelle et très vite il fit sauter le couvercle d'une des caisses. La terre dégageait une odeur de moisi, mais plus que par cette odeur, nous avions l'attention attirée par ce que faisait le professeur. Il avait pris un morceau de la Sainte Hostie, il le posa respectueusement sur la terre, puis il abaissa le couvercle, et nous l'aidâmes à le visser à nouveau. Nous ouvrîmes et fermâmes toutes les caisses l'une après l'autre, les laissant apparemment telles que nous les avions trouvées. Seulement, dans chacune d'elles, il y avait à présent un morceau de la Sainte Hostie. La porte de la maison refermée derrière nous, le professeur s'écria. « Voilà qui est fait. Si nous réussissons de cette façon en ce qui concerne les autres coffres, le soleil, quand il se couchera ce soir, pourra éclairer d'une dernière lueur le front blanc et immaculé de Madame Mina. » En redescendant l'allée pour nous rendre à la gare, où nous devions prendre le train, nous passâmes devant l'établissement. Je regardai évidemment en direction de notre fenêtre, et j'y vis Mina. Il agitait la main et lui fit comprendre que nous étions très satisfaits de notre travail à Carfax. À son retour, d'un signe, elle m'apprit qu'elle avait saisi le sens de mon geste. Elle agita la main encore longtemps, puis, au fur et à mesure que je m'éloignais, sa silhouette s'estompa et enfin, je ne la vis plus du tout. C'est le cœur gros que nous atteignîmes le quai de la gare, à l'instant même où le train allait partir. Et c'est dans le train que j'ai écrit ces pages. Piccadilly, 12h30. Nous allions arriver à Fenchurch Street quand Lord Godalming me dit « Nous irons chercher le serrurier, Quincy et moi. Mieux vaut ne pas nous accompagner, je pense, au cas où surgiraient quelques difficultés. Car les circonstances sont telles qu'il nous faudra peut-être, malgré tout, forcer la porte de cette maison. En tant que sollicitor, il est sans doute préférable que vous ne vous en mêliez pas. » Je voulus protester, mais il reprenait déjà. En outre, moins nombreux nous serons, moins on nous remarquera. Mon titre impressionnera le serrurier comme il impressionnera les agents, s'ils en viennent. Allez plutôt avec John et le professeur nous attendre dans Green Park, d'où vous pourrez voir la maison. Quand la porte sera ouverte et le serrurier parti, vous viendrez tous les trois nous rejoindre. Nous vous guetterons et nous vous ferons entrer. Excellente idée, approuva Van Helsing. Et nous nous séparâmes là-dessus, Godalming et Maurice sautant dans un fiacre et nous dans un autre. Au coin d'Arlington Street, nous descendîmes de voiture et allâmes nous promener dans Green Park. Je sentis mon cœur battre très fort lorsque j'aperçus la maison en laquelle nous mettions tant d'espoir, et qui se dressait, abandonnée dans son silence sinistre, entre d'autres demeures gaies et animées. Nous nous assîmes sur un banc d'où nous ne la perdions pas de vue, et c'est en fumant des cigarettes comme de simples flâneurs que nous attendîmes l'arrivée des deux autres. Chaque minute nous semblait une éternité. Finalement, nous vîmes une voiture s'arrêter devant la maison. Lord Godalming et Maurice en descendirent avec une parfaite nonchalance, puis du siège, un ouvrier trapu, portant des outils. Maurice paya le cocher, qui toucha de la main sa casquette et repartit, tandis que Godalming et l'ouvrier montaient les marches du perron. Lord Godalming montra le travail qu'il désirait avoir accompli, et l'autre commença par ôter lentement sa veste, qu'il pendit à la balustrade, tout en adressant quelques mots à un agent de police qui passait. Ce dernier lui répondit, et notre homme se mit à genoux, choisit parmi tous ses outils ceux qu'il lui fallait, et les disposa avec ordre à côté de lui. Puis il se releva, regarda par le trou de la serrure, souffla dedans, et, se tournant vers Lord Godalming et Maurice, fit une remarque. Lord Godalming sourit, et l'ouvrier prit un énorme trousseau de clés. Il essaya une de ses clés dans la serrure, puis une autre, puis encore une autre. Il donna alors un léger coup d'épaule dans la porte qui s'ouvrit aussitôt, et nous les vîmes entrer tous trois dans le corridor. Nous restions assis, immobiles. Je fumais sans arrêt, tandis que Van Helsing avait laissé éteindre son cigare. Il nous fallait attendre avec patience. L'ouvrier sortit enfin et reprit son sac d'outils. Puis, tenant avec son genou la porte entr'ouverte, il introduisit une clé dans la serrure, l'en retira
et l'attendit enfin à Lord Godalming, qui lui mit dans la main quelque argent. L'homme esquissa un geste de salut, renfila sa veste, ramassa ses outils et s'éloigna. Personne ne s'était avisé de quoi que ce fût. Lorsque l'homme fut hors de vue, nous sortîmes des jardins, traversâmes la rue et allâmes frapper à la porte. Quincy Morris vint immédiatement nous ouvrir. À côté de lui, Lord Godalming allumait un cigare. « Cette maison sent terriblement mauvais, » nous dit ce dernier comme nous entrions. En effet, cela sentait terriblement mauvais. L'odeur même de la chapelle de Carfax et notre première expérience aidant, nous ne doutions plus que nous ne fussions dans une des demeures du comte. Nous nous mîmes à explorer une pièce après l'autre, restant toujours tous ensemble en cas d'attaque, puisque le comte aussi bien pouvait se trouver dans la maison. Dans la salle à manger, au bout du corridor, nous vîmes 8 caisses, alors que nous en cherchions 9. Nous ouvrîmes les volets de la fenêtre qui donnait sur une cour étroite, pavée, au fond de laquelle les communs, les écuries, n'avaient eux aucune fenêtre, de sorte que nous ne risquions pas d'être vus. Sans perdre un instant, nous en servant des outils que nous avions apportés, nous ouvrîmes chacune des caisses pour y déposer, comme nous l'avions fait à Carfax, un morceau de l'hostie. De toute évidence, le comte n'était pas dans la maison à ce moment-là, et nous poursuivîmes nos recherches. Sûrs de n'avoir négligé aucun recoin de la maison, de la cave au grenier, nous en vîmes à la conclusion que tout ce qui appartenait au comte se trouvait dans la salle à manger. Nous y fûmes à nouveau pour procéder à un examen détaillé de chaque objet. Il était tout disposé sur la grande table dans une sorte de désordre étudié. Il y avait des actes notariés de l'achat de la maison de Piccadilly, ainsi que ceux des maisons de Mile End et de Bermondsey. Du papier à lettres, des enveloppes, des plumes, de l'encre. Un mince papier d'emballage préservait le tout de la poussière. Il y avait aussi une brosse à habits, une brosse à cheveux, un peigne, une cruche et une cuvette. Celle-ci remplie d'eau sale et rougie comme si on y avait versé du sang. Enfin, des clés de toutes sortes et de toutes dimensions qui étaient probablement celles des autres maisons. Dès que nous eûmes examiné ces clés, Lord Godalming et Quincy Morris notèrent les adresses exactes des différentes maisons à Mile End et à Bermondsey et, munis de ces clés, partirent pour aller achever là-bas l'œuvre de destruction. Et maintenant, nous attendons leur retour ou l'arrivée du comte.